Bonjour et bienvenue dans ce deuxième Ciné-Popcast de 2026, l'émission où on parle de bons films et du reste. Tous les lundis ou mardis, je jette un coup d'œil sur ma semaine culturelle et je te partage tout ça ici, alors oublie pas de t'abonner, que ce soit sur YouTube, Apple Podcast ou Spotify. Et on va pas perdre de temps et commencer directement par LA sortie de la semaine, une suite qu'on n'a pas dû attendre longtemps, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou The Bone Temple, en anglais, réalisé par Nia DaCosta. Il fait directement suite à l'autre 28 ans plus tard, qui était lui réalisé par Danny Boyle, et qui était sorti le 18 juin dernier, il y a presque 28 semaines. Allez, ça fait 30 en vrai, mais on va saluer l'effort. Avant ça, en 2002, il y avait eu 28 jours plus tard, déjà réalisé par Danny Boyle, avec Cillian Murphy, puis 28 semaines plus tard, en 2007, réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, avec Jeremy Renner notamment. Je les avais revus en juin, le premier est toujours aussi efficace, malgré la laideur volontaire de son image en 480p, et le deuxième, passé son excellente intro, réalisée par Danny Boyle d'ailleurs, se vautrait un peu dans un truc plus classique. C'était pas mauvais pour autant, mais ça restait vachement moins en mémoire que le premier. Puis donc, arrive 2025, avec le retour de la franchise, et 28 ans plus tard. Un film qui a beaucoup divisé, et pour ma part, je dois bien avouer que je faisais pas franchement partie des convaincus. Je l'ai revu cette semaine, donc je peux le confirmer. Mon avis est le même qu'à la sortie en salle en juin, une petite déception. Là encore, c'est loin d'être nul, il y a plein de choses que j'aime bien, mais l'écriture d'Alex Garland est souvent lourde, notamment autour des personnages féminins, quelle surprise, et j'avais été décontenancé par le rythme. Ce film qui ne démarre jamais vraiment, avant de se conclure par une scène qui ouvre vers totalement autre chose. Boyle voulait raconter un bout de la Grande-Bretagne, isolé du monde, oui, d'accord, on a compris le lien avec le Brexit, mais derrière ça, le film semblait surtout nous conter le parcours d'un gamin, qui allait, on le pensait à l'époque, être notre héros, du début à la fin, notre fil conducteur. Le film servait aussi d'introduction à ce monde, 28 ans après une épidémie qui avait infecté la majorité du pays, avec ses règles et ses personnages, principalement le docteur Kelson, sous les traits de Ralph Fiennes. Bon on va le voir dans ce deuxième opus, Spike, donc le gamin joué par Alfie Williams, il est désormais un peu plus en retrait, pour laisser place à celui qui débarquait à la fin du 1 comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, Jimmy, interprété par Jack O'Connell, et donc le Dr Kelson. Et j'y allais sans immenses attentes finalement, je porte aucun film de la saga dans mon cœur, le précédent m'avait plutôt déçu, mais il y avait cette curiosité, et cet espoir que ce film-ci rattrape les quelques soucis que j'avais avec le précédent. Et quel énorme kiff! Alors, je parle directement de ce qui va moins plaire à ceux qui avaient aimé la folie visuelle du premier. Ici, c'est pas du Danny Boyle, il n'y a pas d'expérimentation formelle, c'est pas filmé à l'iPhone, il n'y a pas de killcam, il n'y a pas de plan infrarouge, non. Dans la mise en image, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, filmé avec une grosse caméra de studio qui va faire de la belle image bien lisse. Et je le conçois, c'est peut-être trop classique pour un film qui veut s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs. Et pourtant, je pense que c'est sans doute le film le plus fou de la saga, et sans doute mon préféré d'ailleurs. Parce que la folie ne vient pas d'un rig d'iPhone qui va te sortir un plan tournoyant quand un infecté se prend une flèche, mais elle va plutôt venir des personnages eux-mêmes. Jimmy Crystal et ses fidèles qui passent leur temps à parler des Teletubbies sont habillés comme Jimmy Savile et en même temps font des combats à mort en rendant grâce à Satan, ou le Dr Kelson qui, dans sa quête pour percer le mystère des infectés, va se lier d'amitié avec l'un d'eux. Et je vais pas aller trop loin dans mon explication pour rien spoiler, mais oui, il y a un gros aspect de folie dans toutes les scènes qu'ils partagent. Et quand, enfin, les deux personnages se rencontrent et se mettent à discuter, là c'est un feu d'artifice. Entre l'un qui croit en Satan et l'autre qui a basé sa vie sur la science, ça ne peut que clasher, et pourtant, il y a une vraie douceur qui va émaner de cette scène, sorte de séance de psy sur un fil, parce qu'on sent que l'un ou l'autre peut, en un instant, dans un moment de folie, se jeter sur l'autre et tenter de le tuer. C'est ça que j'ai énormément apprécié aussi, on est toujours dans l'incertitude. Tous les personnages peuvent mourir à tout moment. Ça ne m'aurait pas surpris, parce que le film semble ne pas se soucier des codes. Comme je le disais, Spike devient un élément secondaire, alors qu'il était très important dans le premier, et je pense que ça peut être le destin de tous les personnages. Ça retranscrit finalement assez bien le monde qu'il parcourt, un monde où on peut mourir n'importe quand, mordu par un infecté, ou simplement parce qu'on a croisé le mauvais groupe sur son chemin. Et même la fin, que j'aurais pu trouver facile ou putassière, est passée crème, parce que justement, elle ne tente pas des grands effets. Elle pose ses personnages, nous promet un troisième opus intéressant, et ça se clôture par une musique incroyable. Alors je vais pas faire la fine bouche,
Est-ce que c'était obligatoire de rajouter ça? Absolument pas. Mais j'ai pas non plus eu l'impression que c'était ajouté au chausse-pied pour faire plaisir aux gens. Donc, curieux de voir ce qu'ils vont faire de cet élément dans la suite. Oh, et puis tout le monde le dit, mais je vais rajouter une pièce dans la machine. J'ai rarement vu Ralph Fiennes s'amuser autant. Et la scène, vous savez de quoi je parle si vous avez vu le film, je pense que je pourrais retourner en salle, rien que pour la voir. Osez mater ce passage et me dire que c'est un film qui manque de folie. Vous l'avez compris, c'est mon film de la semaine, il fait pas des super bons scores au box-office, alors dépêchez-vous, allez le voir, allez le soutenir, je pense que le 3e opus a déjà eu le feu vert, mais on sait jamais, ce serait vraiment con qu'on n'y ait pas droit si celui-ci se plante, alors allez au cinéma. Parce que franchement cette semaine, si on restait devant Netflix, c'était pas la joie. Quelle transition. La grosse sortie plateforme de cette semaine, c'était sans conteste le dernier film de Joe Carnahan. Mais si je parle de Joe Carnahan, vous allez trop avoir la ref. Et c'est bien dommage parce que c'est un super réalisateur. Mais par contre, si je vous dis que c'est le dernier film du duo des meilleurs potes d'Hollywood, Ben Affleck et Matt Damon, vous êtes plus à comprendre que je parle de The Rip, sorti donc sur Netflix le 16 janvier. Avec également Steven Yeun, Kyle Chandler, Sacha Caillet et la récemment Golden Globisée Teyana Taylor. On dit bien Oscarisée, alors laissez-moi dire Golden Globisée, merci. Qui va d'ailleurs prouver dans ce film que quand elle n'est pas dirigée par Paul Thomas Anderson, derrière son charisme naturel, c'est pas l'actrice de la décennie non plus. Ou alors c'est parce que son personnage est écrit avec les pieds. Comme tous les autres. C'est peut-être pour ça. Ouais, The Rip, c'était pas incroyable. From the outside looking in, it seems simple. Seize the cash, count it, and turn it in. On va rencontrer 2 flics à Miami, et non, c'est pas Colin Farrell et Jamie Foxx, mais le lieutenant Dane DeMars, joué par Matt Damon, et son collègue et meilleur pote, le sergent J.D. Byrne. Ben Affleck, évidemment. Ça doit être dans le contrat, quand ils sont dans le même film, ils doivent être meilleurs potes, c'est obligatoire. Ils découvrent, grâce à un tuyau anonyme, une immense somme d'argent dans une maison, et nos 2 potes s'y rendent avec une petite équipe de 4-5 personnes. Puisqu'ils doivent suivre la procédure, chaque dollar doit être compté sur place, mais il y a genre 20 millions. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Et pas de bol, c'est de l'argent lié au cartel, donc il y a des chances qu'il ne reste pas seul très longtemps. Ajoutez à ça la tentation de se glisser une petite liasse dans la poche, et quelques collègues peut-être de mèche avec les dealers, et la situation devient rapidement explosive. Et... ouais, d'accord. C'est un film quoi. C'est une série B que, à l'époque, on aurait été loué au vidéoclub le vendredi soir, et qu'on aurait maté avec de la pizza. Y a rien de raté, tout est vraiment... ok tiers. L'intrigue est pas mal, mais la révélation est pas ouf. L'action est sympa, mais Ben Affleck en fait des tonnes pour essayer d'être cool. C'est juste ultra mid, c'est du 5 sur 10, vite vu, vite oublié, un pur produit de plateforme. Mais au moins Ben et Matt ont refait un film ensemble, ils sont contents, good for you guys, mais par contre, comment c'est possible d'être autant potes dans la vraie vie, mais d'avoir aussi peu d'alchimie à l'écran? C'est terrible ça. Et vous savez ce qui était encore pire sur Netflix cette semaine? Seven Dials. Une série inspirée d'Agatha Christie, portée quand même par un joli casting, puisqu'on y retrouvait Helena Bonham Carter, Martin Freeman, mais surtout Mia McKenna Bruce, une jeune actrice anglaise que j'avais trouvée absolument brillante dans How to Have Sex, de Moni Manny Walker, sortie en 2023, où elle jouait un rôle compliqué d'une jeune fille à qui il arrivait des trucs assez horribles en vacances avec ses copines. Ici, on est sur un whodunit classique. Il y a une soirée, le lendemain matin, on retrouve quelqu'un mort et il y a 7 réveils posés près de son lit. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qui est derrière tout ça? Pourquoi a-t-il été tué? Est-ce qu'il y a du sel dans le porridge? Etc., etc. Et le pire qui puisse arriver dans ces cas-là, c'est que le public n'ait pas envie de résoudre l'affaire. Et dans Seven Dials, qui est, j'ai oublié de le préciser, une série en 3 épisodes de 45 minutes, donc en gros un film de 2h15, il n'y a pas un seul moment où j'en ai eu quelque chose à faire. Je le connaissais pas ce gars, ok, tout le monde dit qu'il était génial. Bon, moi j'en sais rien, et sa mort n'est pas assez mystérieuse que pour me donner envie de m'investir. Donc je vais suivre ça pendant plus de 2 heures, dans un ennui poli, profitant de la vue, parce que l'aristocratie anglaise, même quand c'est chiant, ça se déplace généralement dans des jolis décors, puis la photo est pas horrible. Oh, puis à un moment il y a un autre mort, tiens, lui je le connaissais un peu plus, et pourtant je m'en fous quand même. C'est bizarre ça. Et quand, enfin, vers le milieu du dernier épisode, les masques tombent, c'est pire que tout. Les coupables sont risibles, les motivations pitoyables, donc non seulement je me suis ennuyé à suivre tout ça, mais en plus le payoff est décevant. Non mais fuyez ça. Ne perdez pas votre temps. Si vous voulez un whodunit intéressant, sur Netflix, matez plutôt Is and Earth. Mais celui-là, on en parlera la semaine prochaine, parce que je l'ai pas fini. Même si j'ai déjà cramé qui était le tueur, mais bon. Ou si vous voulez Martin Freeman qui résout des enquêtes, rematez Sherlock. C'était très bien Sherlock.
Et tant qu'on parle de Netflix, je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram, parce que oui, maintenant chaque semaine, vous aurez la parole. Vous aurez l'occasion de me poser des questions sur l'actu ciné, série ou culturelle, sur Insta ou encore ici sous les vidéos directement. J'en choisirai minimum une par semaine, et aujourd'hui, la première nous vient de Jersey sur Instagram qui m'a posé une question qui a pris tout son sens quand j'ai vu The Rip. Puisque Jersey me demande si je pense que l'action a remplacé la narration dans un monde où tout doit aller vite. Et bon, déjà c'est une question passionnante, merci à toi, mais surtout, elle mériterait sans doute une réponse bien plus recherchée et fournie, peut-être même une vidéo dédiée. Mais ce qui est certain, pour y répondre de façon plutôt concise, c'est qu'on observe de plus en plus de changements dans la narration des films. Principalement des films de plateforme qui commencent en fait à prendre exemple sur ce qui se fait sur TikTok ou sur les réels Insta, en mettant très rapidement une scène d'action en tout début de film pour capter l'attention du spectateur. Et je sors pas ça de nulle part, puisque, et on en revient à The Rip, c'est Matt Damon qui en parle dans le podcast de Joe Rogan. Il dit que Netflix se base sur ses statistiques pour voir quand les spectateurs quittent un film et tente de contrer ça en les gardant intéressés tout du long. Ça veut donc dire, pour un film de ce genre, moins de longs dialogues, moins de périodes calmes, des scènes d'action à intervalles réguliers, pour tenir le spectateur en haleine et surtout, le tenir le plus loin possible des autres distractions du foyer, et en premier lieu, évidemment, son téléphone portable. On sait déjà depuis quelques mois que la plupart des grosses boîtes hollywoodiennes et les plateformes demandent aux scénaristes et dialoguistes que les personnages surexpliquent ce qu'ils sont en train de faire, et pourquoi ils le font. Il y a une raison qui fait que le cinéma semble nous prendre de plus en plus pour des idiots, et c'est précisément parce que la plupart des spectateurs, désormais incapables de se concentrer sur une seule chose à la fois, regardent des films en faisant un truc à côté. Donc il faut qu'ils puissent suivre, même s'ils ne regardent pas l'écran. Alors on explique tout 10 fois. Et si on fait partie de ceux qui réussissent à simplement regarder un film, quand on se retrouve devant ce genre de produit, ça devient vite insupportable. Et pour terminer en revenant sur l'exemple de base, avant même de voir la déclaration de Matt Damon, il y a un truc qui m'avait perturbé au début de The Rip. Et c'est pas un spoil, c'est littéralement l'intro du film. Donc ça commence, on a exactement 25 secondes de dialogue entre Matt Damon et un personnage secondaire, l'écran devient noir et on est embarqué dans une scène d'action où une femme est pourchassée par 2 hommes armés. Ça dure 3 minutes, puis on revient dans la salle avec Matt Damon. Le montage est effectivement très bizarre. S'il voulait commencer par cette scène, pourquoi montrer Matt Damon 25 secondes ? Peut-être pour rassurer le public qui a cliqué pour lui. Mais alors pourquoi lancer directement la scène de poursuite ? Pour confirmer au public qu'il y aura bien de l'action dans son film. Pour capter son attention dès le départ. Une tête connue, puis une scène d'action, on assiste en fait en direct à la TikTokisation du cinéma. Et je sais pas où ça va nous mener. Déjà que de plus en plus de films et de séries sont mis en image de façon à ce que l'action se déroule en plein milieu du cadre, devinez pourquoi ? Ouais, comme ça on peut facilement en faire des shorts et les partager sur les réseaux. Mais ça ce sera peut-être un sujet pour un autre jour. En tout cas, merci pour ta question. Et donc pour y répondre en 2 mots, est-ce que l'action remplace la narration ? On n'est pas encore totalement là, mais, et c'est surtout vrai pour les films de plateforme, effectivement on remarque une tendance à taper de l'action un peu n'importe où pour garder les spectateurs qui étaient venus pour ça impliqués dans ce qu'ils regardent. C'était un peu déprimant sur l'état de l'industrie, mais en même temps c'est très intéressant, et puis c'est surtout une réalité avec laquelle on va devoir vivre de plus en plus d'après moi. Allez, maintenant, on retourne au cinéma. Et on retourne au cinéma avec le dernier film en date de Richard Linklater, surtout connu pour sa trilogie Before avec Before Sunrise, Before Sunset et enfin Before Midnight, que j'ai toujours pas vu, je dois le rattraper absolument, Boyhood ou le récemment présenté à Cannes Nouvelle Vague, qui revenait sur le tournage de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, mais qui n'est toujours pas sorti en Belgique, je pense, donc je l'ai pas vu. Ce que j'ai vu par contre, c'est sa nouvelle collaboration avec Ethan Hawke, Blue Moon, qui revient sur une soirée vers la fin de la vie du parolier Lawrence Hart, que je ne connaissais pas, mais vous allez voir, c'est pas très grave. We write together for a quarter of a century, and the first show he writes with someone else is gonna be the biggest hit he ever had. Am I bitter, Larry? Yes. Parce que je pourrais vous expliquer que ce soir-là, c'est la première représentation de Oklahoma, une comédie musicale qui connaîtra un succès immense. Et Oklahoma, ça a été composé par Richard Rodgers avec, aux paroles, Oscar Hammerstein. Mais avant, Rodgers, il bossait avec Hart. Et ce dernier se sent donc trahi et jaloux, qu'il ait trouvé un nouveau parolier, un nouveau collaborateur. Et qu'en plus, ça se passe super bien. Je pourrais vous dire tout ça, mais la vérité, c'est que ce sont des détails et que même si on ne connaît pas du tout la scène musicale américaine des années 40, comme c'était mon cas, et c'est toujours mon cas d'ailleurs, ce que je veux dire c'est que je sais
que Oklahoma est un phénomène aux USA, et que c'est aussi un état avec une plutôt bonne équipe de NBA. Mais c'est pas important. Ce qui importe, c'est qu'on comprend les personnages. Et ça, même si on n'a jamais eu d'associé professionnel. On a tous eu déjà cet ami qui, pour une raison ou une autre, va s'éloigner de nous, et trouver un nouveau meilleur pote, va jouer avec lui pendant les récrés, va le choisir en premier quand il faudra faire les équipes de foot. Il y a quelque chose de super humain dans le regard qu'a Linklater sur ses personnages, et c'est évidemment pas nouveau, mais encore une fois, ici, ça fonctionne à merveille. Parce que pourtant, Lorenz Hart, il est pas facilement aimable, hein. Imbu de lui-même, coureur de jupons, que le jupon soit porté par un homme ou une femme d'ailleurs, alcoolique faussement abstinent, prétentieux, aigri, jaloux, et pourtant captivant. Dès le début, et c'est aidé par l'excellente prestation d'Ethan Hawke, je suis happé dès qu'il ouvre la bouche. Et je me suis vite dit que je pourrais rester dans ce bar toute la soirée à l'écouter parler. Et heureusement que j'étais prêt à faire ça, parce qu'en fait c'est exactement ce que le film nous propose. Il va d'abord tenir le bar, discuter avec le gérant, puis avec un écrivain, lui donnant d'ailleurs l'idée pour Stuart Little. Ok, ça sort de nulle part, mais d'accord. Puis l'équipe d'Oklahoma, le musical, pas l'équipe de basket, qui vient fêter la réussite de sa première, débarque. Il va tenter de renouer avec son ancien partenaire, campé par un toujours génial Andrew Scott, et enfin Elizabeth, jouée par Margaret Qualley, celle dont il est amoureux, viendra clore la soirée. En bien ou en mal, pour ça faudra aller voir le film, mais c'est pour moi une belle surprise. C'est pas parfait non plus, ça reste très classique finalement, mais il y a quelques dialogues bien sentis, comme une tirade sur à quel point Oklahoma est lisse, mais qu'il sera pourtant célébré comme peu d'autres œuvres du genre. De cette façon, Linklater critique le cinéma populaire mais trop inoffensif, et le public qui se presse pour y aller. C'est intéressant, je dis pas, mais c'est pas comme si Linklater était le roi du cinéma transgressif non plus, hein. Une soirée assez mélancolique avec ce mec vu comme un marchepied par beaucoup, tout le monde lui demandant juste de les présenter à son ancien collègue, traversé par l'amour, l'art, le désir et la jalousie, mais surtout, un film sublimé par la performance d'Ethan Hawke, qui réussit à être crédible dans la peau d'un mec chétif qui faisait moins d'1m50, et ça, c'est pas commun. On reste en salle avec le film français de la semaine, tout le monde en chante les louanges depuis qu'il est sorti en France, alors il fallait que j'aille voir ça. Direction les colonies de vacances avec Ma Frère, de Lisa Coca et Roman Guéret. Et à centre de loisirs, ils cherchent pas des gens? Va y avoir le séjour en colo. T'as bien vendu ta copine. Hein. Oh là là, elle t'aime. Hein. C'est pas une promenade de santé, une colo. Ma Frère, c'est principalement l'histoire de Shai et Geneba, deux jeunes filles de la banlieue parisienne, animatrices dans une colo de vacances dans la Drôme, accompagnant les enfants venant du même quartier qu'elles. Et la directrice de colo, c'est Amel Bent, et elle est très bien. Voilà, fallait que je le case. À l'image de tout le reste du cast, Amel Bent joue très bien. Mention spéciale à Fanta Kebe et Shirel Nataf, les deux actrices principales, amies à la ville, et contrairement à Ben Affleck et à Matt Damon, ça se ressent vraiment à l'écran. Elles se complètent très bien puisqu'elles n'ont pas le même registre de jeu, et franchement, elles bouffent l'écran à chacune de leurs apparitions, et ça tombe bien, puisqu'elles sont de 90% des plans. En espérant qu'elles puissent capitaliser sur le succès de ce film pour lancer leur carrière, elles ont indéniablement le talent pour. Et en vrai, c'est surtout ça qui fait la force de Ma Frère. Son casting de jeunes, d'enfants, quasiment tous, non professionnels, qui vont importer leur façon de parler, de s'exprimer, de bouger, de se comporter entre eux, qui fait que pendant un peu moins de 2 heures, on a l'impression d'y être, avec eux. C'est drôle, c'est naturel, c'est touchant, parce que si l'ensemble est plutôt léger, le film n'hésite pas à aller parfois creuser vers des sujets plus délicats, comme la maltraitance infantile, le contrôle qu'un frère peut avoir sur sa petite sœur à travers les traditions et la religion, ou l'impossibilité de cette même personne de s'imaginer un avenir avec quelqu'un d'une autre religion qu'elle. C'est en toile de fond, ça ne vient pas plomber ou alourdir le récit, qui est majoritairement amusant et bienveillant, parce que je le répète, c'est surtout marrant en fait, Ma Frère. Et je me rends compte, en pensant à ce qui est drôle, qu'il y a toujours une petite touche d'amertume. Il y a des enfants qui sont tristes d'être partis parce que leurs parents leur manquent, qui se sentent seuls, il y a celle qui n'a pas d'amis, mais une genre de porte-parole qui essaye d'être un petit peu trop contrôlante. Il y a celui qui parle pas beaucoup mais essaye de s'intégrer parce qu'il n'a pas eu une vie facile, baladé de foyer en foyer. Il y a celui qui est en couple depuis 2 jours et qui en a déjà marre. Il y a celui qui pisse au lit. En fait, ils ont tous leurs problèmes, mais quand ils sont ensemble, parfois, le temps d'une soirée, ils oublient tout ça. Ils jouent à « tu préfères », mangent des pralines et se marrent parce qu'ils pensent que les animateurs ne savent pas qu'ils sont hors de leur tente. C'est le frisson de l'interdit, de la rébellion, de l'aventure, si important à cet âge-là. Il y a des détails qui parleront à tout le monde, même si on n'a jamais été en colo. Cette première nuit entre copines dans la même tente, où on se dit « cette nuit, on dort pas ». Ou justement cette dernière soirée où tout le monde fait le mur pour se retrouver et passer quelques derniers moments avant de retourner à la vraie vie. Ma Frère, c'est ça. C'est quelques semaines de pause, dans la nature, avant de retourner à la vraie vie, dans la grisaille de la banlieue, dans les tours de leur quartier.
C'est une tranche de vie, un interlude, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais surtout avec ses moments inoubliables. Si vous avez été en colonie de vacances quand vous étiez jeune, et je sais qu'il y a au moins une personne qui écoute dont c'était le cas, ça va beaucoup vous parler. Mais même si c'est pas le cas, foncez en salle voir Ma Frère. C'est le joli petit événement de ce début 2026 côté cinéma français. Et enfin, dernier film en salle, et je vais vraiment à peine en parler parce que je ne me sens pas légitime de causer d'un film que j'ai l'impression de ne pas avoir vu, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est Sound of Falling, Les Échos du passé, de Masha Chilinsky. Et je peux pas vous dire si j'ai aimé ou pas, parce que j'ai piqué du nez quelques fois et je suis incapable de vous dire si j'ai loupé quelque chose ou pas. Tant le film, dans sa forme, est labyrinthique et opaque. Si ça se trouve, j'ai rien raté. Mais si ça se trouve aussi, j'ai dormi 40 minutes. J'en ai vraiment aucune idée. Donc je le reverrai bientôt et on en parlera à ce moment-là. Je pense que c'est mieux. Pour tout vous dire, j'ai été voir 28 ans plus tard jeudi matin. Je suis sorti du ciné vers 1h pour aller bouffer un truc. J'ai pris un petit plat de nouilles sautées. Puis j'ai été me retaper dans un siège confortable, dans une pièce sombre et devant un film atmosphérique. Bon tous les ingrédients étaient réunis et j'ai fait comme ton daron le dimanche après le poulet frites de midi, devant Walker Texas Ranger. En l'état, j'ai trouvé ça incroyable visuellement et au niveau du travail sonore, mais je ne suis jamais rentré dans le film, donc ouais, on en reparlera. Et enfin, vous avez été quelques-uns à me poser des questions sur YouTube, alors je vais répondre à quelques-unes ici. Si vous voulez poser vos questions et que j'y réponde dans la prochaine émission, vous pouvez la poser ci-dessous ou venir me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Et ce qui m'a été le plus demandé, c'est de parler de tel ou tel film en vidéo, sur la chaîne principale. Alors très vite, Timothée Vige, je vais parler de Gang de requins dans les Cinépop DreamWorks, Ishak Belhassen, je parlerai très bientôt du remake live de Blanche-Neige, Sim Yeager, je compte parler de la plupart des DreamWorks en Cinépop, ou au moins en rétrocritique, donc Simbad, Shrek, Dragon, tout ça c'est prévu. Pareil évidemment pour Anastasia, La Planète au Trésor ou Chicken Little. Côté Marvel et DC, il y a des trucs qui arrivent. On va commencer ça dans les mois qui viennent. Restez connectés. Et Maxime Manenti, je parlerai du film Nuremberg dans le podcast dans 2 semaines puisqu'il sort le 28 janvier ici. D'ailleurs, il y a beaucoup trop de sorties ce jour-là, avec Le Mage du Kremlin, Guru, Send Help, le nouveau Sam Raimi, La Grazia, le nouveau Paolo Sorrentino, le film d'animation Les Légendaires, ce sera un podcast très fourni pour commencer février. Sinon, le voyageur 1376 me demande mon avis sur la série Les Anneaux de Pouvoir, la série dérivée du Seigneur des Anneaux, diffusée sur Amazon Prime, et je sais pas vraiment quoi te répondre. Je t'avoue que j'ai vu que 4-5 épisodes, et j'avais pas trouvé ça passionnant. C'est pour ça que j'ai vu que 4-5 épisodes. Mais je m'y remettrai peut-être un jour, peut-être quand j'aurai décidé de parler des sagas de Tolkien en vidéo. Je garde les autres questions sous le coude parce qu'elles méritent plus de développement, on en parlera sans doute plus tard, mais merci à tous pour votre participation, j'avais vraiment envie de commencer à vous inclure dans le podcast. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec Hamnet, Primate, l'affaire Bojarski, Reconnu coupable, peut-être une série ou deux, et vos questions. A bientôt dans le Cinépopcast pour parler de bons films, et du reste. Ciao.